Elle était la danseuse de striptease la plus sexy du Casino Royal. Elle captivait facilement le cœur des hommes et était également la maîtresse présumée d'un gangster. Derrière ses identités, elle portait un surnom qui inspirait la peur, la veuve noire d'Australie. Les hommes qui avaient des relations avec elle disparaissaient mystérieusement les uns après les autres. Certains disaient que sa beauté cachait un cœur démoniaque. Elle était rusée, impitoyable et utilisait des méthodes sournoises avec une telle maîtrise que même la police était impuissante. Cela a duré jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, elle commette une erreur et tombe dans les filets de la justice. Vous regardez la chaîne des affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci beaucoup. Melbourne est une ville côtière du sud de l'Australie, également capitale de l'État de Victoria. Surnommée la capitale culturelle de l'Australie, la ville abrite de nombreux bâtiments architecturaux classiques datant de l'époque victorienne, comme la cathédrale Saint-Paul. En outre, Melbourne est l'un des centres économiques et commerciaux de l'Australie et de la région Asie-Pacifique, possédant des universités et des centres technologiques de premier plan. En 2010, la ville a été élue la ville la plus agréable à vivre au monde. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui s'est déroulée ici. Le 11 décembre 2013, le temps à Melbourne commençait à devenir étouffant, ce qui rendait l'humeur d'A.M. encore plus sombre. Ce jour était important, car son père devait comparaître en justice, mais avant le procès. Non seulement il ne s'est pas présenté, mais son téléphone était également éteint. A.M. a dû se rendre chez son père pour voir ce qui se passait. En entrant dans le parking, il a été choqué de découvrir une petite flaque de sang à côté de l'emplacement de stationnement de son père. Un mauvais pressentiment l'a envahi et il a immédiatement couru à l'étage, mais la maison semblait vide. Son intuition lui disait que son père avait eu des ennuis. Sans hésiter davantage, il a décidé d'appeler la police. La police est arrivée sur les lieux, a prélevé des échantillons de sang dans le parking et, après avoir vérifié l'ADN, a confirmé qu'il s'agissait du sang de Wen. Ne trouvant pas de corps, la police a officiellement ouvert une enquête. Ils ont d'abord recueilli des informations personnelles sur Wen. A.M. a expliqué que son père était propriétaire d'une salle de sport, que son entreprise marchait très bien et qu'il n'avait normalement aucun ennemi. Cependant, récemment, il était en procès avec Robin Lin. Robin était son ex-petit ami. Ils s'étaient rencontrés en 2003 et, après 2 ans de fréquentation, avaient emménagé ensemble. Au début, leur relation était harmonieuse, mais ils ont rapidement rencontré des problèmes. Robin l'avait trompé à plusieurs reprises. Après avoir découvert cela, son père était furieux. En tant qu'homme fier, il ne pouvait pas supporter cette humiliation et a décidé de rompre. Mais la séparation n'a pas été simple. Il voulait vendre la maison qu'ils partageaient, mais ils se disputaient constamment à propos de l'argent. Robin avait même amené des gens à son appartement pour le menacer à propos de la maison. Les disputes étaient si violentes qu'elles ont dû être portées devant la justice. Maintenant, alors que le procès approchait, il avait disparu. Compte tenu de tout cela, Robin semblait très suspect. La police a extrait les enregistrements des caméras de surveillance du parking et a découvert que, dans la nuit du 10 décembre, Wen était rentré en voiture comme d'habitude. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, 2 hommes armés de battes de baseball sont sortis d'une voiture garée dans un coin et l'ont attaqué avant de l'emmener. En vérifiant la plaque d'immatriculation, ils ont découvert que la voiture appartenait à une société de location. La police a suivi cette piste et a interrogé un employé de la société de location, découvrant que les 2 hommes avaient loué la voiture. L'un s'appelait THST, l'autre John. Ce qui était suspect, c'est que les 2 hommes avaient des liens très étroits avec Robin. Tom était un chauffeur de camion, pas très intelligent depuis son enfance. Après la mort de sa mère en 2003, il avait été diagnostiqué avec un trouble émotionnel. En 2013, il avait rencontré Robin, alors âgé de 40 ans, et ils étaient tombés amoureux avant de vivre ensemble. John était un homme violent, souvent en prison. Il avait de mauvaises relations avec presque tout le monde, mais Robin était l'une de ses rares amies. Enfin, la police a arrêté les 3 suspects. Cependant, en arrivant chez Robin et Tom, ils n'ont trouvé personne. Les 2 avaient fui auparavant.
Cela semblait être une évasion planifiée. Pour accélérer l'enquête, la police a émis un mandat d'arrêt et a lancé une chasse à l'homme à travers la ville. Mais ils étaient très rusés et se cachaient bien. Finalement, des chiens policiers ont trouvé une piste dans un égout. Ils se cachaient dans les égouts, essayant d'échapper à la poursuite. Quelques jours plus tard, le dernier suspect, John, a également été arrêté. La police les a interrogés en détail. Au cours de l'enquête, ils ont découvert que Robin avait planifié le meurtre de Wen bien à l'avance. C'était la 3e fois qu'elle tentait de le tuer. Les 2 premières tentatives avaient échoué. La première fois, Robin avait approché son amant, K. Lors de l'interrogatoire, K n'a pas menti et a admis que Robin l'avait souvent poussé à tuer Wen, mais il n'avait jamais osé le faire, se contentant de menaces verbales. Cela avait mis Robin en colère et ils se disputaient souvent à ce sujet. En mars 2012, K avait été arrêté pour d'autres crimes. Après avoir perdu ce complice, Robin avait immédiatement cherché un autre homme. En août, elle avait séduit Aaron. Aaron était complètement ensorcelé par cette femme de 39 ans et suivait toutes ses demandes sans condition. Même lorsque Robin lui a demandé d'éliminer Wen, il a immédiatement accepté. Aaron a ensuite commencé à se préparer pour affronter Wen, allant même jusqu'à faire de l'exercice pour augmenter sa force physique. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu très sérieusement, « Je l'ai fait par amour ». Aaron avait espionné Wen sur le parking à 3 reprises, mais, probablement par peur, il n'avait jamais osé passer à l'acte. En janvier 2013, Aaron avait été hospitalisé pour une blessure à la tête. Après avoir perdu cet allié, Robin avait de nouveau séduit Thurston et John pour mettre en œuvre son 3e plan. Thurston n'a pas résisté longtemps aux interrogatoires de la police et a tout avoué. Il a non seulement admis avoir participé à l'attaque, mais aussi révélé qu'ils avaient tué Wen. Après la mort de Wen, ils étaient même allés dans un bar pour célébrer, buvant pendant des heures. Pour réduire sa peine, Thurston a conduit la police jusqu'à une crevasse dans les montagnes de Victoria, où ils avaient caché le corps de Wen. L'autopsie a révélé que le cuir chevelu de Wen présentait de nombreuses déchirures, son cou avait des blessures évidentes et sa poitrine avait plusieurs côtes cassées. Le médecin légiste a estimé qu'il y avait 3 causes possibles pour cette fin tragique. Premièrement, une côte cassée avait perforé un poumon, provoquant un pneumothorax. Deuxièmement, il avait été étranglé, entraînant une asphyxie. Troisièmement, il avait subi une blessure à la tête causée par un objet contondant, entraînant des lésions cérébrales. Cependant, il était impossible de déterminer la cause exacte. Ensuite, la police s'est rendue dans le bar mentionné par Thurston. Heureusement, le bar avait des caméras de surveillance qui avaient enregistré les images des 3 hommes après le crime. De plus, en écoutant les appels de John, un criminel récidiviste, la police a surpris des preuves de la complicité de Robin. 20 jours avant le crime, Robin avait demandé à Thurston et John d'éliminer Wen avant l'audience sur le différend financier. Cet appel avait été enregistré, mais malheureusement, la police ne l'avait pas pris au sérieux à l'époque, manquant l'opportunité d'empêcher la tragédie. Cela prouvait directement que Robin était le cerveau derrière tout cela. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves et de témoignages, la police a inculpé Robin, John et Thurston pour enlèvement et meurtre. On aurait pu penser que ce procès serait simple, car les preuves étaient accablantes. Cependant, au tribunal, bien que Robin ait admis sa participation, elle a insisté sur le fait que toutes les actions contre Wen avaient été commises par les 2 autres. Elle prétendait n'avoir été qu'une spectatrice. Le juge, bien sûr, ne l'a pas cru, car Thurston et John ne connaissaient pas Wen et n'avaient aucune raison de lui en vouloir. De plus, l'enregistrement de l'appel et les 2 tentatives d'assassinat précédentes montraient clairement que tout avait été orchestré par Robin. Face à ces preuves accablantes, Robin n'a eu d'autre choix que de plaider coupable et de coopérer pour obtenir une réduction de peine. Quant à Thurston et John, ils se sont rejetés la faute l'un sur l'autre au tribunal, chacun affirmant que l'autre était le véritable meurtrier. Leur dispute est devenue si intense qu'ils en sont venus aux mains. Finalement, le jury a déclaré les 3 coupables de meurtre. Le 17 décembre 2015, le tribunal a condamné John à 31 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 26 ans, Thurston à 28 ans de prison sans libération conditionnelle avant 23 ans, et Robin, bien qu'elle soit le cerveau, n'ayant pas directement participé au meurtre, a été condamné à 25 ans de prison sans libération conditionnelle avant 21 ans.
Après le verdict, les trois ont fait appel. L'avocat de Robin a argué que le corps de la victime était intact après sa mort, ce qui ne pouvait pas être considéré comme un acte de violence extrême. Bien que Robin ait plaidé coupable tardivement, elle avait assumé une partie de la responsabilité et espérait utiliser cela pour obtenir une réduction de peine. L'avocat de Thurston a soutenu que sans son client, la police n'aurait jamais trouvé le corps de Wen et donc n'aurait pas pu prouver le meurtre. De plus, Robin avait un motif pour tuer Wen, mais pas Thurston, qui méritait donc une réduction de peine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait suivi les ordres de Robin, Thurston a répondu simplement « C'était à cause des émotions intenses que Robin m'a fait ressentir. » L'avocat de John a argumenté que « Mon client pensait simplement qu'il allait se battre. » Robin a demandé plusieurs fois avant qu'il ne soit obligé de s'en prendre à un innocent. Robin est le cerveau, elle doit en assumer la responsabilité principale. Cependant, le juge n'a finalement accepté aucun de ses arguments et a déclaré que Wind avait été enfermé dans le coffre de la voiture pendant très longtemps. Bien que grièvement blessé, il a survécu pendant un certain temps. Pendant cette période, il a certainement supplié pour sa vie, mais John et Thurston n'ont pas eu pitié et ont agi cruellement. Finalement, la demande d'appel des trois a été rejetée, la sentence reste inchangée. Le fils de Wind a dit à Robin après le procès, « Mon père a fait beaucoup d'efforts pour ta vie. Mais tu as cruellement pris la sienne. Ce péché te hantera toute ta vie. J'ai perdu mon guide et mon meilleur ami. Je me sens seul dans un monde sans père. Le reste de ma vie sera rempli de souffrances à cause de cela. » La sentence du juge a clos cette affaire, mais l'histoire n'est pas terminée car la police enquête sur les relations passées de Robin. De nombreux événements étranges se sont produits. Après enquête, ils ont découvert qu'elle était plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Il y avait d'innombrables hommes autour d'elle, et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle semblait être liée à une autre disparition oubliée depuis près de 10 ans. L'histoire commence avec la jeunesse de Robin. Elle est née en 1973 à Glenwolly, une banlieue riche de Melbourne. Son enfance était vraiment heureuse, ses parents répondaient à tous ses besoins. Elle était belle depuis son plus jeune âge et avait un talent pour le sport, en particulier le patinage artistique. À l'adolescence, elle est devenue championne de patinage artistique au niveau de l'État. De plus, ses résultats scolaires étaient excellents. Aux yeux des voisins, elle était le modèle parfait de l'enfant idéal avec des résultats scolaires exceptionnels. Plus tard, elle a été admise à l'université prestigieuse de Monash. Tout semblait annoncer un avenir radieux pour elle, mais dès son entrée à l'université, des problèmes ont surgi. Robin voulait étudier la médecine vétérinaire et a travaillé dur pendant environ 18 mois pour cela, mais ses notes n'étaient pas à la hauteur. Elle a dû choisir l'élevage comme spécialité. Peut-être parce qu'elle ne pouvait pas étudier ce qu'elle aimait, à 19 ans, elle a décidé d'abandonner ses études. Après avoir quitté l'école, Robin a d'abord travaillé dans un magasin de voitures, puis a déménagé au Crown Casino. Là, avec sa beauté et son corps attrayant, elle est toujours devenue le centre d'attention. Anon Gangitano, un chef de la pègre, l'a remarqué. Anon était le chef d'un gang de la mafia à Melbourne, surnommé le Prince Noir. À l'apogée de son pouvoir, ses revenus mensuels atteignaient environ 200 000 $ australiens, une somme énorme dans les années 1990. Robin est rapidement tombé dans les bras d'Anon, acquérant une richesse que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Elle s'est plongée dans une vie de luxe et de débauche. À 20 ans, elle a décidé de gagner de l'argent par elle-même, devenant une danseuse nue dans un casino. L'argent qu'elle gagnait augmentait, mais son bonheur diminuait. En 1998, Anon a été assassiné chez lui. Cela a bouleversé la vie de Robin. Pour trouver un nouveau soutien, Robin s'est tourné vers J. Templeton, qu'elle venait de rencontrer. J. était le propriétaire d'une entreprise de tapis et faisait également le commerce de produits illégaux. Ses revenus étaient suffisants pour maintenir le train de vie luxueux de Robin. Après quelques années de fréquentation, ils se sont fiancés. Aux yeux des autres, leur relation semblait toujours très bonne. Les ennuis ont commencé en 2003, lorsque J. a été arrêté pour culture de marijuana, trafic de produits illégaux et possession d'armes. Pendant l'incarcération de J., Robin, incapable de contrôler ses pulsions sexuelles, a commencé une liaison avec W.
Plus tard, lorsque J est sorti de prison, ils ont maintenu le contact. Je suis sûr qu'à ce stade, certains d'entre vous se demandent si J n'a jamais découvert l'infidélité de Robin. Eh bien, non, car il a mystérieusement disparu en 2005. Jusqu'à présent, la police ne l'a pas retrouvé. Il a simplement disparu de la surface de la Terre. À 8h10 le 4 octobre 2005, Robin a signalé que son fiancé J avait disparu la veille au soir. Elle a ensuite décrit en détail le déroulement des événements. Le 2 mai, J voulait aller visiter la tombe de son père. J'avais appelé mon amie Book pour qu'elle vienne à la maison pour nous aider à préparer les offrandes, les légumes et les bâtonnets d'encens. J était de bonne humeur et a ouvert une bouteille de brandy, devenant rapidement ivre et s'endormant sur le canapé. À ce moment-là, Book s'est soudainement souvenu qu'elle avait oublié de laisser de l'argent pour le déjeuner de son fils le lendemain et devait rentrer chez elle. Comme il était tard, je ne me sentais pas en sécurité et je suis rentré avec elle. Avant de partir, J m'a demandé d'acheter du pain et des cigarettes pour lui. Environ une demi-heure plus tard, lorsque nous sommes revenus, nous avons découvert que J et sa voiture avaient disparu. Je pensais qu'il était peut-être parti acheter les choses lui-même, donc je ne m'inquiétais pas trop. Vers 2h30 du matin, J a envoyé un message disant qu'il avait des ennuis et qu'il rappellerait plus tard. J'ai immédiatement rappelé, mais je n'ai pas pu le joindre. Le lendemain, toujours incapable de le contacter, j'ai décidé de signaler sa disparition à la police. Après avoir pris connaissance de la situation, la police a rapidement lancé une enquête. Ils ont d'abord demandé à voir le message que J avait envoyé ce soir-là, mais, chose ridicule, Robin a dit qu'elle l'avait accidentellement supprimé. La police a dû se rendre chez J pour inspecter les lieux. Effectivement, après inspection, ils ont découvert de nombreuses choses suspectes. Sur le rebord de la fenêtre du salon, à droite du canapé, sur le mur du couloir de la maison de J, il y avait des traces de sang. Sur le manche d'un couteau en argent dans la pièce, il y avait également 2 traces de sang. La police a envoyé les échantillons de sang prélevés pour une analyse ADN qui a révélé que tout le sang appartenait à J. Sa disparition n'était certainement pas un hasard. Il avait certainement été attaqué et emmené de chez lui. Conscient de la gravité de l'affaire, la police a immédiatement renforcé son personnel. Certains détectives ont analysé que le meurtrier avait profité du court laps de temps où J était seul à la maison pour s'introduire chez lui et prendre sa voiture après avoir commis le crime, ce qui montre qu'il connaissait bien la situation de J. Le meurtrier était très probablement une connaissance de Robin et de Book, qui étaient présentes ce soir-là. Bien sûr, elles étaient les principales suspectes de la police. Cependant, après vérification, la police a confirmé que les deux avaient quitté la maison de J au moment des faits, et que le fils de Book et les caméras de surveillance pouvaient en témoigner. La police a temporairement écarté les soupçons à leur égard. Robin a également dit à la police que, avant sa disparition, J portait un collier en or épais et large avec une croix de Jésus en pendentif. Elle semblait vouloir insinuer que le voleur était motivé par l'argent. Cependant, le 13 mai, lorsque la police a interrogé le frère de J, ils ont appris avec surprise que bien que Robin et J étaient fiancés, leur relation n'était pas bonne et ils se disputaient souvent. La belle-sœur de J a également raconté une chose très étrange. Après la conférence de presse sur la disparition, elle a réconforté Robin en disant que J reviendrait sûrement bientôt, mais Robin a ri et répondu « Il n'est plus là ». Pourquoi? Était-elle si sûre que J ne reviendrait pas? De plus, la police a découvert son adultère avec W. Ces informations ont certainement fait de Robin le suspect numéro 1. La police a commencé à surveiller étroitement ses moindres faits et gestes et à écouter ses conversations téléphoniques. Les résultats ont montré que son comportement était vraiment très étrange. 2 semaines après la disparition de J, Robin a déménagé pour vivre avec W. Ils ont rapidement liquidé les biens de J après l'incident, y compris des motos, des voitures et des meubles. Au lieu de s'inquiéter de la disparition de J, elle a traité l'affaire comme une succession. Cela semblait vraiment suspect. D'autre part, lors de l'écoute des conversations téléphoniques, de nombreux points suspects sont apparus. Par exemple, à 14h12 le 16 juin, alors que Robin parlait avec des amis, elle a de nouveau mentionné que J ne reviendrait pas. Le même jour, lorsque Robin parlait au téléphone avec W, son amie Book était également présente.
Ils ont mentionné que Robin avait un autre téléphone secret et le surnom de Batman pour W. Plus tard, la police a découvert que ce téléphone secret était utilisé par Robin pour ses liaisons extraconjugales. À 11h40 le 23 juillet, Robin a dit à W qu'elle avait vu une pelle qui pourrait être utilisée pour creuser une tombe. W a ri en disant que l'enterrement était une méthode très dépassée. À 9h28 le 15 août, Book a assuré à Robin qu'elle ne révélerait pas leur secret. À travers ces enregistrements, on peut voir que Robin et W avaient toujours une attitude moqueuse envers la disparition de J et semblaient très sûrs que J ne reviendrait pas. De plus, Book connaissait certains secrets qui ne devaient pas être révélés. Sur la base de ces comportements suspects, la police a décidé de perquisitionner la maison de W. Ils ont trouvé des photos de W et Robin, une carte de Saint-Valentin de 2003 et une carte de Noël. Dans le journal de Robin, il y avait une entrée datée du 2 mai, le jour de la disparition de J, avec un cœur traversé d'une flèche. Le 3 mai, Batman est apparu dans le journal. Cependant, malheureusement, ils n'ont trouvé aucune autre preuve que le journal et les lettres d'amour. Bien qu'il y ait eu de nombreux indices pointant vers Robin, le manque de preuves cruciales, ainsi que les alibis fournis par Book et Robin, ont rendu l'affaire difficile à résoudre. Finalement, l'affaire a été mise de côté. Ce n'est qu'en 2015, lorsque Robin a été arrêté pour le meurtre de W, que la police a découvert par hasard des informations internes sur l'affaire de J. En 2015, Robin purgeait une peine de prison pour l'affaire de W. Une codétenue a signalé à la police que Robin s'était vanté d'avoir tué J. De plus, la police a appris de nombreux détails de deux anciens petits amis de Robin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'affaire de Oui Robin, elle a demandé de l'aide à 2 reprises à Kili Aon. Lorsque la police leur a demandé s'ils connaissaient J, ces 2 personnes ont réagi violemment. K se souvient que Robin avait raconté que J la traitait avec une grande violence et qu'elle sentait que seule la disparition de J pourrait la libérer complètement de son emprise. Ainsi, elle a drogué J pendant son sommeil et l'a tué, puis, avec un homme mystérieux, a jeté son corps à la mer. Le témoignage du témoin Héron est similaire, l'homme mystérieux a tué J. J a été démembré puis jeté à la mer. Robin plaisantait souvent en disant que J nageait avec les poissons au fond de l'océan. En juin 2016, Robin a été officiellement accusé d'enlèvement et de meurtre lors du premier procès. En avril 2018, le tribunal a convoqué Book, qui avait témoigné en faveur de Robin. À l'époque, elle continuait à défendre Robin avec acharnement. Cependant, le 11 octobre 2018, Book a été arrêté pour parjure et entrave à la justice. Le tribunal a diffusé un enregistrement obtenu en écoutant ses conversations téléphoniques où Book disait « Avec cet enregistrement, je vais leur dire que je ne savais rien. » Le 14 mai, Book a finalement avoué avoir menti. Elle a expliqué à la Cour suprême qu'elle avait caché la vérité par peur des représailles de Robin et d'un complice mystérieux. Elle a ensuite révélé les détails de cette nuit, 13 ans auparavant. Le 2 mai 2015, Robin cuisinait dans la cuisine et m'a demandé de trouver une excuse pour partir. J'ai inventé une raison et nous sommes partis chez moi. Elle est allée directement dans la chambre et a appelé quelqu'un avec un autre téléphone. Je l'ai entendu répéter sans cesse « D'accord, d'accord ». Une demi-heure plus tard, quand nous sommes retournés chez elle, J avait disparu. Oui a dit qu'il avait payé quelqu'un pour tuer J. Le jury a finalement conclu que Robin et Oui avaient engagé un homme mystérieux pour assassiner J et jeter son corps à la mer. Robin avait fourni les clés de la voiture de J, drogué le dîner et aidé à se débarrasser du corps. Avant le procès, l'avocat de Robin a demandé la clémence, arguant qu'elle s'était repentie, mais le juge n'a pas accepté. Le 26 septembre 2019, Robin, âgé de 46 ans, a été condamné à 28 ans de prison pour le meurtre de J, plus 25 ans pour le meurtre de Wynne. Les 2 peines ont été fusionnées en une peine de 39 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Cela signifie qu'elle devra attendre au moins 70 ans pour sortir de prison. Après le procès, la belle-sœur de J a pleuré en demandant à Robin où se trouvait le corps de J. Cependant, Robin est restée indifférente. Tout au long du procès, malgré les preuves accablantes, elle a persisté à nier toute implication dans la disparition de J, et l'homme mystérieux qui l'a tué reste en liberté à cause de son silence. Ainsi, l'affaire est désormais close.
En revenant sur l'ensemble de l'affaire, Robin a utilisé sa beauté et son charme pour manipuler les hommes autour d'elle et satisfaire ses ambitions et désirs. De nombreux policiers chargés de l'enquête et du procès ont déclaré qu'elle avait une capacité incroyable à contrôler les hommes. Les hommes qu'elle ciblait tombaient souvent à ses pieds, incapables de résister. Cette capacité de manipulation est terrifiante, ce qui lui a valu le surnom de « la veuve noire d'Australie » ou « la belle et cruelle vipère ». D'une jeune femme talentueuse à une manipulatrice dangereuse, la vie de Robin est tragique. Elle possédait beauté, intelligence et un avenir prometteur, mais s'est perdue dans une spirale de pouvoir et de cupidité, empruntant un chemin sans issue. Comme l'a dit Am, le fils de Wind, Robin sera finalement rongé par les remords de sa conscience, et les âmes de ses victimes la hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Les fantômes de ceux qu'elle a tués la poursuivront pour toujours.